Nous allons donc commencer cette troisième table ronde. L'œil de l'expert reste incontournable. Alors, je pense que c'est un sujet qui est parfaitement moderne parce qu'il y a 20 ans, on n'aurait jamais pris une thématique pareille pour une table ronde puisque, globalement, c'était absolument évident. L'œil de l'expert était incontournable. Maintenant, il l'est toujours, mais je pense que des tas de gens se posent des questions et peut-être pas fatalement les bonnes. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé de prendre ce sujet ? C'est qu'en fait, l'époque a changé, bien entendu. Les réseaux sociaux, Internet, les expertises en photo, les laboratoires d'analyse pour diverses choses, que ce soit pour le métal ou pour bien d'autres choses. Et donc, certaines personnes, on a parlé ce matin des pseudo-experts, peuvent imaginer qu'effectivement, l'œil de l'expert n'est pas fatalement incontournable. Après, je pense qu'on parlera également de ce qu'est exactement l'œil de l'expert, parce que c'est quelque chose d'assez mystérieux. C'est un peu comme le charme. On l'a, on ne l'a pas. On dit de quelqu'un, il a vraiment l'œil ou il n'a pas l'œil. C'est à voir avec les connaissances, c'est à voir certainement avec un certain don, certainement aussi avec un peu de chance. Donc c'est quelque chose de mystérieux. Je pense qu'on terminera là-dessus. Pour aborder ce sujet, nous avons donc toute une table ronde tout à fait prestigieuse. J'ose à peine vous représenter parce que tout le monde connaît un peu tout le monde, mais bon, nous avons déjà Catherine Chadla, qui est la présidente du Conseil des ventes volontaires, Céline Lefranc, qui est la rédactrice en chef adjointe de Connaissance des Arts. J'en profite pour vous faire remarquer. Est-ce que vous pourriez vous taire un petit peu là-haut, parce que ça me trouble. Et je suis une femme qu'on trouble facilement. Et donc, je vous ferai remarquer que c'est finalement la table la plus féminine. Nous avons pratiquement la parité. Quand je vous dis que c'est une table moderne, c'est une table moderne. Nous avons Dominique Chevalier, qui est expert en tapisserie. Nous avons Jacques Barrère, qui est expert en art asiatique. Nous avons Michel Maquet, qui est expert en tableau, et Jean-Gabriel Père, qui est expert en céramique. Je ne redonne pas tous les titres de a été président et président sera président. Bon, tout le monde se connaît. Je vais passer, je pense, en premier la parole à Jean-Gabriel Père, qui va sans doute nous donner son point de vue sur ce qu'est l'œil de l'expert. Et je crois que tu nous as préparé un PowerPoint, une table moderne. En tout cas, merci de m'avoir fait passer en premier parce que, si vous voulez, ça a été une journée parfaite. Elle n'est pas encore finie. Et je pense que j'ai voulu vous faire un PowerPoint pour vous, non pas vous distraire, mais vous donner une acuité visuelle plus importante sur des objets qui m'ont touché et des objets qui font partie de mon travail également de collectionneur, puisque je suis un collectionneur de céramique et essentiellement de faïence d'Apt, qui est un domaine particulier. Je vous laisse lire en quelques secondes ce que j'ai dit déjà. J'ai fait une intervention devant des juristes. Je vous envoie à tous les points d'une manière facile. Les connaissances favorables, défavorables, douteuses. Il a droit à l'erreur, ça je l'ai déjà dit ce matin. Il doit rester humble. Il doit refuser au client la restauration d'un objet en vente publique et vous comprendrez pourquoi. Je vous montre ici une assiette qui est 18e. C'est une assiette italienne de Pesaro, malheureusement avec une signature JH20 qui est Joseph Hanong, c'est le faïencier de Strasbourg qui a eu le seul idée de créer un prix marchand. Or, quand j'ai vu cette marque avec une assiette qui n'avait aucun rapport, déjà, au XVIIIe siècle, comme dans toute époque, on faisait des faux. Et l'assiette est 18e. Cette chevrette m'avait été apportée par un client italien en me disant c'est extraordinaire, c'est un Maceo Abaken, etc. J'ai dit ton Maceo Abaken, c'est absolument faux. Pourquoi ai-je dit ça? Maceo Abaken, qui est, si vous voulez, le premier créateur de Rouen, a travaillé à l'imitation. En tout cas, on parle d'une chevrette, des imitations des chevrettes italiennes. Vous voyez ce petit anneau? Eh bien, ce ne sont que les chevrettes françaises qui ont cet anneau, qui touchent le bord et le bec verseur.
Déjà ça m'a fait dire que c'était faux, plus le décor en lui-même, qui était quelque chose d'immonde. Le pot que vous voyez était dans une grande collection, je peux le dire maintenant, puisque j'ai fait la vente à l'hôtel Drouot. C'était un grand personnage qui aimait la peinture, qui avait pignon sur rue du Faubourg Saint-Honoré. Je suis ému, donc le nom reviendra. Et si vous voulez, il collectionnait du chantilly et il avait ce pot à pommade. La marque était absolument parfaite. Je vous promets, venant d'un collectionneur pointu, acharné, il m'a fallu un long moment, et vous allez comprendre. Vous voyez ici, vous avez une usure, et cette usure a été supprimée, car nous avons un faïencier et porcelainier à Paris qui était dès le début, enfin la moitié du 19e siècle, un grand faïencier. J'ai pas de papier, mais le nom me reviendra. Vous pouvez m'aider à parler de ce faïencier que l'on a dit faussaire, qui était bon, ça me reviendra. Il signait toutes ces pièces d'un double C, et là que Samson, merci. Donc Samson signait ses pièces par ces deux S, comme c'était surcouverte en camaille de bleu, mais ce sont les marchands qui l'ont transformé en faussaire, car Samson signait toujours ses pièces. Et il m'a fallu du temps pour faire comprendre à mon ami, qui était Jean de Cailleux, que cette pièce était fausse. Ça, c'était aussi quelque chose d'insensé qui m'est arrivé. Je fais un inventaire chez un collectionneur qui me demandait, il était un ami du grand collectionneur et donateur Pierre Jourdan Barry, et il me dit, Monsieur Père, regardez mes assiettes à la double flèche, j'en ai de la Veuve Perrin, j'en ai de Robert, et donnez-moi votre estimation et ce que vous en pensez. Vous avez ici à gauche une assiette, je vais vite, de la Veuve Perrin. Pour la reconnaître, les flèches se trouvent à 18h30 et au centre du bassin, le médaillon est fermé. Ça, c'est le service à la petite flèche de la Veuve Perrin. Ici, vous avez une assiette du service de Robert à la double flèche. Vous avez à midi les deux flèches qui vont vers la gauche, à 18h, les deux flèches qui vont vers la gauche, vers la droite. Et vous voyez, le médaillon est beaucoup plus grand que pour le service de la Veuve Perrin, et le médaillon n'est pas fermé. Quand j'ai pris cette assiette, je vous promets que pour moi, c'était du Robert. Derrière, il y avait écrit VP. C'était faux. Et j'ai demandé au client, quand je lui ai dit que c'était faux, il m'a dit, je vais la jeter. J'ai dit, non, je veux bien vous l'acheter. Il me l'a offerte. Et je l'ai, et j'ai pas osé vous l'amener. Le grave problème des pièces restaurées. Je vous envoie, vous connaissez, 20%, etc. Je veux seulement vous montrer les objets. Vous avez ici un pot pourri en faïence jaspée d'Apt, que j'ai acheté en vente publique. Il était marqué sur le catalogue petite fêlure reprise. Quand je l'ai donné à ma restauratrice, regardez ce qu'elle a trouvé. Et vous riez, ça m'a peiné, mais je l'ai toujours. Parce que je trouve que c'est une pièce exceptionnelle. Et elle est marquée en dessous de bonnet, qui était important. Mais c'est ça ce que je veux dire. Quand on a des pièces qui sont de qualité, il faut les laisser comme elles sont. Pas ces débris, bien sûr. Ce tondino, qui est aussi quelque chose aussi d'exceptionnel en qualité. Je vous renvoie, bon, c'est
vous avez Orphée marqué derrière 1543, que j'ai pris en vente. J'ai fait cette vente il y a, grosso modo, pas même 3 mois, et j'avais mis en estimation 2000-2005. Mon ami commissaire-priseur me dit, vous croyez? Je dis, honnêtement, celui qui va l'acheter, il voit que c'est une pièce de très grande qualité. Comme c'est une majolique aussi, c'est une chose importante. Laissons-le. Ils se sont battus à 3, 4, et j'ai pu la vendre plus de 8 000 euros. Voilà. Vous voyez, bien, c'est écoute, assez merci. court, mais c'est ce que je voulais vous montrer, qui sont des choses extrêmement importantes. Et dans mes ventes publiques, je demande toujours à ce que les objets soient d'une manière simple, sans être touchés. Jean-Gabriel, merci beaucoup, parce que là, on voit vraiment la réalité du travail de l'expert, qui est à la fois l'alliance de la connaissance, d'un côté extrêmement consciencieux, et de la précision. Je vais maintenant demander à Michel Maquet, qui est donc expert en tableau, on va parler de façon très informelle. Les thèmes vont venir au fur et à mesure, ce qui, pour vous, est vraiment l'œil de l'expert par rapport, disons, à tous les autres modes d'expression. C'est-à-dire qu'il y a, d'abord, je voudrais remercier la CNE, Frédéric Castin, parce que toutes ces réflexions sur notre métier nous font toujours avancer, même si c'est à très petits pas. Et puis surtout, ça nous fait je dirais, nous réunir. Et ça, c'est une excellente chose. Au point de vue donc, voilà, chacun va avoir ses choix. Dans chaque spécialité, on aura une approche différente, puisque les critères vont être variés selon qu'on est en peinture, en céramique ancienne, en art d'Asie. En numismatique, qu'on oublie toujours. En numismatique. Non, mais il y a vraiment à chaque fois, parce que les critères d'état vont être plus ou moins. On va accepter ou non les restaurations. C'est vrai qu'en peinture, on a tendance à les accepter. On les accepte un peu moins en dessin. Je vais quand même rester un peu sur l'ordre de façon synthétique pour être rapide. D'abord, l'expertise sur Internet. On est sollicité en permanence. Ça devient même, je dirais, une sorte de problématique de gestion de notre temps, puisqu'on reçoit beaucoup de choses et souvent donc avec des images. On ne peut pas, pour moi, expertiser par Internet. Prenez une reproduction faite, il y a une galerie un peu plus bas que mon bureau avenue de Messine qui s'appelle la galerie Troubetskoy, qui fait des reproductions à la demande sur toile. Il y a juste un film qui est appliqué sur la toile, une sorte de film. Ils arrachent le support d'une impression sur plastique et ils repeignent dessus. Bon. Si on m'envoie la photographie du tableau ou de cette reproduction, je serais bien incapable de faire la différence. Surtout que souvent, les images qu'on nous envoie ne sont pas ni de bonne qualité, ni de très haute définition. Je m'occupe aussi de sculpture 19e, 20e. Prenons le cas d'un bronze. On va m'envoyer la photographie d'une sculpture. Souvent, les dimensions auraient été très mal prises. Et puis, parfois, il y a des moyens de retoucher la sculpture pour qu'elle soit remise à ses bonnes dimensions. Un chat de Giacometti à qui on a rajouté une ceinture ou ce genre de choses. Pas d'Alberto, de Diego. Voilà, c'est la même chose sur photographie. Qu'est-ce que je pourrais dire que c'est, d'ailleurs, j'ai transmis, on a mis au point une formule au syndicat, c'est un avis provisoire sous réserve d'examen. On donne une estimation. On va pas, en aucun cas, on ne donnera d'expertise. Et je dirais qu'il n'y a pas que l'œil, il y a le toucher. J'ai appris il y a très longtemps avec mon maître de stage qui était Jean-Pierre Camard, sur les fonds Hébrard en particulier, quand on touche, j'imagine que dans d'autres domaines c'est pareil, si vous touchez la signature, par exemple, d'un bronze de Rembrandt-Bugatti, méfiez-vous si elle ne vous griffe pas un peu le doigt, parce que ce sont des fontes extrêmement nerveuses. Voilà, donc pour moi, Internet ne donne pas les moyens de l'expertise. Or, on nous dit toujours qu'il faut qu'on soit vigilant à ce qu'on nous donne bien les moyens. En ce qui concerne tout ce qui circule, les sites de vente sur Internet, pour moi, il n'y a aucune fiabilité.
la plupart du temps, c'est le vendeur qui fait le descriptif. Alors, sauf si c'est un professionnel consciencieux, mais je parle de particulier. Comment peut-on faire confiance au descriptif du propriétaire d'une œuvre s'il n'est pas assisté d'un expert ou de quelqu'un de compétent? Pour ce qui est de l'analyse scientifique, je reprendrai un peu l'axe du médecin que nous avions ce matin. Je pense que c'est à l'expert d'être le prescripteur et ensuite je dirais, bien sûr, les laboratoires sont très utiles. Il m'arrive de faire appel à eux, par exemple pour des datations de pigments. Toujours est-il qu'il faut qu'on soit dans les créneaux de dates utilisables. C'est très complexe. Ils ont donc d'ailleurs, c'est un travail qu'on doit faire ensemble, parce que c'est eux qui vont me dire, ils vont me demander quelle est la date présumée de l'œuvre, et moi je vais, voilà, ensemble, on va aller vers l'analyse scientifique. C'est pas quelque chose, c'est toujours délicat quand on m'apporte un rapport de 200 pages qui arrive juste à la conclusion qu'il n'y a pas de contre-indication chronologique. C'est pas pour ça que c'est de l'artiste. J'ai eu il n'y a pas très longtemps un faux Corot fait par le marchand de Corot de Trimont avec le cachet de la vente Corot et le cachet à la cire au dos. Bon, heureusement, première vérification, il n'était pas au catalogue de la vente Corot. Mais donc là, il fallait faire ce travail. On a souvent, donc voilà, c'est un travail qu'on doit faire, moi je dirais d'équipe, et le prescripteur reste quand même plutôt, à mon avis, l'expert. Et d'ailleurs, en parlant de laboratoire, vous évoquez des laboratoires d'analyse. Dans ma spécialité, il y a un laboratoire à Orléans, je crois que c'est le CNRS d'analyse métallique. Il y a eu un problème avec une émission monétaire au IIIe siècle, il y a une vingtaine d'années. Une partie des choses très importantes, une partie de la profession était persuadée que les pièces étaient bonnes, d'autres fausses. On envoie des pièces donc, au laboratoire d'analyse. On s'est tapé avec toute notre organisation internationale numismatique une journée entière avec un monsieur qui nous a fait des analyses à n'en plus finir avec le texte qui va avec, pour finir par dire que le métal était bon. L'émission était entièrement fausse. On l'a su parce qu'après le faussaire a été arrêté et a avoué la chose. Mais bon, c'était difficile à voir puisqu'à l'époque, disons, le métal n'était pas formaté. Les ateliers monétaires, je ne vais pas rentrer dans des détails, pouvaient avoir finalement un peu n'importe quel métal. Donc là, l'œil de l'expert était quand même incontournable. Ça va tout à fait dans le sens de ce que vous dites. On y reviendra. Je vais peut-être demander à Catherine Chadlas, qui pour elle, qui est aussi amateur d'art, et l'œil de l'expert, ce qui en fait sa spécificité. Alors, c'est un petit peu... Ça marche ? Vous m'entendez ? Oui. Alors, c'est un petit peu... D'abord, je me suis posé la question de savoir pourquoi on m'avait demandé d'intervenir dans cette table ronde. Parce qu'effectivement, je ne suis pas expert. Bon. Qui plus est, je ne suis pas non plus donc commissaire-priseur. Bon, vous le savez, je préside l'autorité de régulation des ventes aux enchères, donc les ventes volontaires, donc, et la profession d'opérateur de vente et de commissaire-priseur. Alors, vaste interrogation, et puis je me suis dit, est-ce que c'est pas un piège ? Ça m'étonnerait de la part de Sabine Bourget, mais enfin quand même. À la question qui est posée, parce qu'elle est quand même sur le mode un peu interrogative, si je réponds « l'œil de l'expert n'est pas incontournable », je pense que je vais m'aliéner une bonne partie de la salle. Si je réponds « mais oui, l'œil de l'expert est parfaitement donc, incontournable », à ce moment-là, on va me demander, mais enfin, dites donc, qu'est-ce que vous faites au Conseil des ventes, vous qui êtes censé former les commissaires-priseurs pendant 2 ans avec un examen d'entrée, un examen de sortie, et donc ça veut dire que la qualité et la compétence, c'est quand même sérieusement en défaut. Bon, je cesse là donc la plaisanterie, et pour redevenir plus sérieuse, je crois que à cette question qui est posée, qui est question sous-entendue, mais qui est quand même posée, on peut y répondre aussi par deux autres questions. Vous savez, c'est un peu sur le mode politique à l'heure actuelle. Quand vous ne savez pas très bien répondre à une question, vous bottez en touche et vous suscitez 2 autres questions. Donc, je suis bonne pour le Palais Bourbon un jour ou l'autre, je le sens. Alors, mais je crois quand même qu'il y a 2 questions fondamentales. C'est pourquoi est-ce que l'œil de l'expert reste incontournable? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question,
incontournable, mais pour qui? Pour l'acheteur? Pour le vendeur? Pour le commissaire-priseur? Pour le marché de l'art? Et là, je ne suis pas sûre que on puisse répondre de la même manière si on se place d'un point de vue ou d'un autre. Alors, pourquoi est-ce que l'œil de l'expert reste incontournable? Alors là, je prends carrément ma casquette autorité de régulation sur la profession donc de commissaire-priseur. Je crois que les raisons ont sans doute changé par rapport à une trentaine d'années. C'était évident que l'œil de l'expert est incontournable parce qu'il juge de la qualité. Bon, et ça, c'est absolument indispensable et il faut avoir vraiment une vue la plus affinée possible de ce point de vue-là. Je crois qu'à l'heure actuelle, avec tous les événements qui se sont produits au cours des dernières années, il y a d'autres raisons. Alors, bien sûr, la nouvelle clientèle, l'internationalisation, les réseaux sociaux, etc. Des collectionneurs qui n'ont peut-être pas la même appétence qu'auparavant et qui sont plus dans la spéculation financière qu'autre chose. Mais je dirais aussi que le fait maintenant qu'on ait introduit par des événements tout à fait regrettables au cours de ces dernières années, dont on vous a certainement parlé ou en tout cas rappelé ce matin leur existence, donc un soupçon donc sur le marché de l'art fait qu'on a encore plus besoin de sécurité qu'avant. Et au fond, c'est ce que m'ont dit certaines maisons de vente après les événements de l'année dernière. On a des collectionneurs à qui on avait vendu et qui sont venus nous dire en disant vous allez me réexpertiser une deuxième fois pour être sûr que je ne me suis pas fait avoir, pour reprendre une expression un petit peu triviale. Donc c'est même pas la qualité, c'est maintenant est-ce que c'est le faux, est-ce que l'objet est authentique ou est-ce que c'est un faux. Donc ça, je crois que c'est une nouveauté, donc plus forte qu'auparavant. Et je me souviens être intervenue il y a quelques mois dans un colloque de la Cour de cassation qui s'appelait « Le faux en art ». Et j'avais suggéré comme titre « Le soupçon de faux en art », parce que je crois que tout est dans le mot de soupçon et change les comportements des uns et des autres. Alors, pourquoi effectivement donc l'expertise reste incontournable? Parce qu'effectivement, il y a ces données supplémentaires, donc d'élargissement du marché, d'événements récents, et puis de cette financiarisation où le vendeur en veut l'acheteur en veut pour son argent, là encore pour parler trivialement. Alors oui, effectivement, donc l'œil de l'expert reste incontournable. Mais il reste incontournable pour qui? Et là, je dirais que c'est peut-être pas évident de répondre de la même manière suivant que l'on se place du côté des entre guillemets consommateurs, vendeurs et acheteurs, ou du côté donc des professionnels et du marché. Le vendeur, à l'heure actuelle, ce qu'il veut, c'est le maximum, là encore financiarisation, c'est le maximum donc de rentabilité de l'opération, donc de l'adjudication qui va avoir lieu. Donc là encore, l'aspect estimation, c'est une des trois missions donc de l'expert. Alors là, je ne rentre pas dans le débat liberté, indépendance, etc. Vous avez certainement traité ça ce matin. Mais cette idée donc d'estimation est au premier plan et je crois que l'œil de l'expert reste incontournable de ce point de vue-là pour le vendeur. Pour l'acheteur, donc potentiel, là, je crois que la réponse n'est pas nécessairement la même, suivant que l'on se place dans une vente aux enchères publiques ou, vous le savez, depuis 2011, c'est possible pour les commissaires-priseurs, une vente de gré à gré. La vente de gré à gré, c'est vraiment la personnalisation, l'intuitu personné, les goûts particuliers de chaque partie dont on sait, le commissaire-priseur sait qui est bien sûr le vendeur, c'est quel est l'acheteur potentiel et ce n'est pas la masse des adjudicataires qui peuvent être éparpillés de par le monde. Et donc, je crois que du côté de l'acheteur, cette idée d'œil incontournable, elle est particulièrement importante dans les ventes de gré à gré. Elle l'est bien sûr dans les ventes aux enchères publiques, mais il y a, me semble-t-il, un degré d'intensité différent.
Mais ce qui me semble alors aussi intéressant, donc, c'est que l'œil est incontournable pour l'opérateur de vente lui-même. Alors, il est incontournable, bien sûr, parce que, alors là, je suis vraiment, très, très concrète, parce qu'il y a des questions de responsabilité, parce qu'il y a une solidarité, alors qu'il y a une liberté. Cette affirmation, l'œil de l'expert reste incontournable. Vous avez l'article L321, 19, donc, ou 29, je ne me souviens plus, donc 29, qui dit donc les opérateurs peuvent, sous leur responsabilité, s'assurer du concours d'experts. Donc, en réalité, la loi dit, vous faites ce que vous voulez. C'est incontournable de fait d'avoir un expert parce que derrière, il y a effectivement des enjeux de responsabilité. Mais je crois qu'il y a aussi autre chose, et ça, nous le voyons dans les catalogues que nous recevons, dans les informations que nous avons sur les ventes, c'est parce que le marché le veut maintenant. Parce qu'on n'imagine pas donc qu'une vente qui a un tant soit peu d'importance, il n'y ait pas un expert, que c'est je dirais même une question de marketing pour l'opérateur de vente d'avoir donc un expert pour fidéliser donc sa clientèle de vendeurs, ou pour avoir donc une nouvelle clientèle d'acquéreurs. Donc il y a une donnée marketing qui, moi, me semble encore renouveler un petit peu donc la question du caractère incontournable de l'œil de l'expert par rapport à, comme je le disais tout à l'heure, à quelques dizaines d'années où vraiment c'était la connaissance la plus affinée possible de la qualité d'un objet. Oui, Voilà. et puis pour aller d'ailleurs dans votre sens, c'est qu'il y a d'ailleurs des domaines de spécialité où le commissaire-priseur est absolument incapable de faire ne serait-ce qu'une vague description d'un objet. Et les clients vont dire, c'est Comme une ça, je vente... ne vais pas vous le dire comme ça. Non, mais moi, je peux vous le dire. On va dire, c'est la vente de monsieur Bidule ou de madame Truc, qui est expert, et que ça soit telle ou telle étude, c'est la réalité des choses, que ce soit telle ou telle étude, à la limite, c'est pas tellement important pour eux. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que même lorsque vous avez un commissaire-priseur donc qui a une bonne spécialité d'une époque, il va de facto s'adjoindre, et c'est ça, c'est quoi, il va de facto et en première page donc de son catalogue, et je redis au président Castin que j'aimerais bien donc qu'on puisse avoir donc sur les catalogues, et là c'est une question d'échange vraiment donc entre les experts et les opérateurs de vente, la précision de l'appartenance des compagnies, pour bien qu'on sache que il y a les experts des compagnies et puis il y a beaucoup d'autres choses à côté. Très bien. Merci. Céline, je vais peut-être vous demander, vous qui êtes journaliste et qui connaissez depuis très longtemps pratiquement tout le petit monde de le grand monde d'ailleurs de l'expertise, vous nous avez vu travailler de façon concrète, vous connaissez à peu près toutes les spécialités, tous les domaines. Donc, qu'est-ce qui est pour vous justement l'œil de l'expert de façon très concrète ? Alors, ce qu'a dit Madame Chadla est intéressant pour dire que la partie expertise est devenue vraiment un élément du marketing. Il y a une chose qui m'a frappée l'année dernière lors de un peu nouvelle règle du jeu de l'expertise à la Biennale, ex-Biennale des Antiquaires, c'est qu'il faisait la promotion d'un laboratoire mobile, un laboratoire d'expertise mobile. Donc vraiment, l'arrivée des expertises scientifiques est remarquée. Elle doit rassurer, j'imagine, des acheteurs potentiels. Moi, je me suis intéressée à ce qu'était vraiment l'œil de l'expert. Qu'est-ce que c'est ? C'est juste l'œil, c'est les doigts, c'est l'ouïe, c'est l'odorat. Comment font-ils concrètement ? Alors, je suis allée en voir 3. Je vous rassure, ils sont tous membres de la CNE. Je suis d'abord allée voir Emmanuel Lermite, organisateur de ces tables rondes. Et je lui ai dit, montre-moi comment tu fais quand tu reçois un livre que tu ne connais pas. Alors, il l'a pris en main, il a regardé le dos pour se faire une idée du type d'ouvrage et de l'édition. Puis la page de titre pour voir si ça correspondait, avec éventuellement une date d'édition. Il a feuilleté le livre. Bon, ça, c'est pour la partie identification. Ensuite, il va voir dans la documentation très riche qu'il a dans sa galerie s'il retrouve la trace de l'édition. Puis après, il y a le côté authentification. Et dans les livres, ce qui semble assez courant, c'est que l'intérieur ne correspond pas à l'extérieur, que la reliure a été remplacée pour des raisons esthétiques ou après un dommage ou pour tromper sur l'importance du livre. Donc là, ça devient très tactile. Il prend le livre dans la main, il passe ses mains sur les plats. Il m'a montré un livre sur lequel il y avait une sorte de rebord. Enfin, le plat était trop épais. Problème. Il prend le livre, il l'ouvre. Si ça résiste, problème. Peut-être que c'est un remboîtage.
Et ensuite, il écoute son livre. Il ferme son livre et le livre doit faire un certain bruit. Alors, je ne vais pas demander quel bruit faisait le livre du XVIe siècle et quel bruit faisait le livre du XVIIIe siècle, mais ça, il me semble que c'est des genre de choses que l'analyse scientifique ne pourra jamais apporter. Alors, on n'a pas parlé avec lui de l'analyse scientifique, mais il m'a raconté une histoire. Il avait été appelé un jour par une compagnie d'assurance pour expertiser une magnifique bibliothèque qui avait entièrement brûlé. Donc il s'est trouvé face avec des sacs poubelles, si j'ai bien compris, remplis de fragments de livres brûlés, puis un inventaire. Il a dû essayer de recoller les morceaux, non, mais de faire le lien entre les morceaux qui existaient et l'inventaire pour pouvoir donner une estimation. Donc ça, évidemment, la science a toutes les qualités, mais pas celle-là. Ensuite, je suis allée voir Sabine, en lui demandant de me montrer comment elle examinait une monnaie. Donc il y a un côté tactile, évidemment. Alors d'abord, elle regarde le style de la monnaie, la couleur du métal. Ensuite, elle tripote pour que, j'imagine, sous ses doigts, elle trouve l'usure habituelle pour une monnaie d'une certaine ancienneté. Ensuite, elle classe, c'est-à-dire qu'elle identifie. Elle identifie la monnaie, la civilisation, l'époque, l'empereur, etc. Et après, il y a des actes qu'elle fait si elle a un doute. Donc elle pèse la monnaie. Parce que si j'ai bien compris, quand il y a peu de variations de grammage entre des monnaies d'une même époque, d'une même série, etc., s'il y a plus de, je sais pas, 1 gramme de différence, bizarre. Et elle compare dans des livres de référence. Elle peut regarder au binoculaire le détail de la ciselure, enfin de la sculpture, je ne sais pas comment on dit, voir s'il y a des traces d'outils bizarres peut-être. Elle compare, si elle peut, avec une monnaie authentique d'une collection d'un musée, etc., ou dans un catalogue. Et si besoin, elle va consulter un spécialiste hyper pointu dans un domaine qui pourra la conforter dans son opinion. Et comme elle l'a déjà évoqué tout à l'heure, dans son domaine, l'expertise scientifique n'est pas très utile, puisque les alliages varient à la même époque pour le même type de pièces, et que vous me disiez que les faussaires maintenant sont malins, donc évidemment, ils fondent des pièces d'une certaine époque quand ils veulent en créer une nouvelle plus prestigieuse de la même époque. Et d'ailleurs, à ce propos, pour aller dans votre sens, on évoquait ce matin un fichier défaut, et notre association internationale numismatique a commencé à faire, il y a de ça des années, un fichier, parce que nous, on est quand même dans le domaine de l'objet multiple, des fiches de pièces fausses avec tous les détails qui étaient réservés juste aux membres. Ça, c'était évidemment un peu avant Internet. Et petit à petit, on s'est rendu compte que c'était aussi à double tranchant, parce que des faussaires pouvaient avoir accès à ces fiches et savaient exactement tout ce qu'on en a déjà parlé. C'est ce que disait François Lafano, il ne vaut pas trop décrire les problèmes, donc, sinon ils seront toujours un peu à double tranchant, utilisés. bien que fort instructif. Et là ensuite, je suis allée voir Alexis Borde, expert en tableau. Alexis me dit que sa première impression basée sur l'expérience, les connaissances, est très souvent confirmée. Alors, cette première impression lui permet de définir un siècle, une époque, une école, un maître, un élève. Il a des outils très simples, une grosse loupe qui multiplie par 2,5, la lampe de Wood pour voir les repeints, une lampe blanche très forte. Et il a des alertes qui se mettent à sonner dans certains cas, notamment sur les craquelures. Donc apparemment, à chaque époque, c'est craquelures, d'après ce que j'ai compris. Des craquelures de la fin du XVe siècle pour une école italienne doivent être très fines et suivre un réseau qui a le dessin de la coquille d'œuf écrasée. Enfin, toutes sortes de choses qui s'acquièrent avec l'expérience, l'observation. Il faut en voir des centaines, voire des milliers pour mémoriser ce type de choses. Il peut y avoir des pigments trop vifs qui paraissent neufs, un vernis coloré fait pour tromper, pour vieillir l'œuvre, enfin toute une série de choses. Et lui, il me parle de son restaurateur comme d'une béquille. Et quand il a un problème, il va voir son restaurateur, il décadre, il voit les problèmes de support. On peut faire des fenêtres de nettoyage et voir qu'un pigment trop récent part avec le solvant. Donc toute une sorte d'actes qui peuvent être faits de manière assez facile avec un restaurateur. Et le dernier recours, ce sont les vrais cabinets d'expertise et de laboratoires d'expertise. Il me dit qu'au rayon X, on voit très bien les repeints, mieux qu'à la lampe de Wood, et plus précisément ce qui permet de déterminer une œuvre originale ou une œuvre faite d'après une autre œuvre. Et que par exemple aux infrarouges, qui augmentent les contrastes, on peut mieux lire une signature, une inscription, ou même une inscription sur une étiquette au dos du tableau. Donc lui, il est très, très friand de ces expertises scientifiques, mais qui, 9 fois sur 10, ou même, dit-il, 99 fois sur 100, confirme la première impression qu'il a eue et qui est sans doute l'œil de l'expert. Très bien, merci beaucoup. Dominique, expert en tapisserie, tu vas nous faire part de tes expériences et de ton avis sur la question. Il me faut un micro pour que vous puissiez m'entendre.
2 micros même, ça fait trop. Merci d'abord Frédéric Castin de m'avoir invité. Tu as pris des risques. Ces risques, tu les connais. J'étais ravi de venir, ravi de parler de mon métier que j'adore, J'étais ravi que Sabine était notre modérateur depuis 3 jours où j'ai lu le livre qu'elle a écrit et qu'elle va d'ailleurs dédicacer demain à Drouot. Je ne regrette pas 100 ans d'amitié. Hein, oui, c'est non, très beau. mais c'est exact. J'ai cru me reconnaître. Pas la description physique, parce que là, vraiment, elle ne m'a pas loupé, mais expert en tapisserie, avec une fille qui a un chien qui s'appelle... Comment s'appelle-t-il déjà, ce chien ? Antimite, évidemment. Donc, j'ai cru me reconnaître dedans. J'ai été assassiné à la 10e page. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, certainement, qui... On peut y aller. Non, mais je vais aller dans le sujet, Madame la Présidente. Vous me connaissez, ça va venir. Je suis mort, mais je parle tout de même. Même un mort parle. C'est pour ça qu'il y a les croque-morts, d'ailleurs. Je vais aller un petit peu, comme d'habitude, non pas, je ne suis pas provocateur, mais aller un petit peu différemment de ce que j'ai entendu jusqu'à présent. Parce qu'en fait, le sujet, c'était de voir comment Internet intervenait maintenant dans nos métiers. C'est aussi ça, la modernité. Et c'est vrai que depuis un certain temps, on ne travaille plus comme avant. Il est évident, je vais pas revenir dessus, que l'œil de l'expert, le toucher, surtout le textile, tout ça est important. Mais moi, par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour nous, en tout cas, en ce qui concerne notre médium, c'est-à-dire le textile, le tapis et la tapisserie. Avec la haute définition qui existe actuellement, on m'envoie par Internet une photo avec des détails. Je peux déjà avoir une impression très rapide de savoir s'il s'agit d'un faux, d'une tapisserie 19e par rapport à une tapisserie d'époque. Je peux déjà avoir énormément d'éléments, et pour les tapis, même chose, ce qui fait ce que l'on essaye de pouvoir faire un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on leur demande de nous faire une photo, une macro-photographie de l'envers, parce que le point pour nous est une chose importante, mais avec ça, on a déjà un premier sentiment, ce qui fait que déjà, on peut savoir si c'est un objet qui est important, qui est intéressant. Et évidemment, ça ne nous empêchera jamais d'aller le voir pour voir son état, de voir comment il est et de pouvoir avoir d'autres, comment dirais-je, de savoir un petit peu plus profondément ce qu'est cet objet. Mais pour nous, Internet est important. Puis je vais vous dire une chose que je reproche à certains commissaires-priseurs, mais je les comprends quelque part. Quand il y a un inventaire, en règle générale, il y a 1 ou 2 tapisseries, 2 c'est même le maximum, et il y a quelques tapis. Ils ne font pas venir l'expert en tapisserie. D'abord, c'est vrai qu'il faudrait qu'on se déplace à chaque fois, ce n'est pas toujours simple. Et donc, bien souvent, ce sont des experts spécialistes de notre époque qui balisent large, hein, c'est-à-dire qu'ils font le 18e, ils font la totalité du 18e, et ils font en même temps les tapisseries. Et ça, je trouve que c'est dommage, parce qu'en fait, effectivement, la tapisserie, c'est quelque chose d'excessivement précis, qui demande une vraie spécialité. Je dois vous dire très humblement que c'est même plus moi qui fais expertise, c'est mon épouse Nicole, parce qu'elle elle a dépassé son maître. Je dois le dire, les femmes prennent le pouvoir, c'est incroyable. Et c'est vrai que là, on s'aperçoit dans tous les catalogues anciens que bien souvent, il y a des erreurs qui ont été faites, et pour peu que les gens reprennent ces erreurs, eh bien les erreurs vont de génération en génération sur les objets. Et ça, c'est un point important, et je vois quelques commissaires-priseurs, il y en a peu, mais il y en a quelques-uns, et d'officiers, pardon, d'OVV, c'est vrai que ça serait bien que de temps en temps, ils prennent un avis d'un expert spécialisé. On n'est pas sur grand-chose. Par exemple, voyez-vous, on me demande d'expertiser un fauteuil en tapisserie. Je n'expertiserai pas le fauteuil en tapisserie. Je donnerai un avis sur la tapisserie, dire si la tapisserie est d'époque, pas d'époque, 19e, 18e, 17e. Mais par contre, la valorisation de l'objet se fera par le bois et non pas par la tapisserie. La tapisserie ne sera que pour embellir, d'ailleurs c'est de l'embellissement, embellir le bois. Donc je ne me prononcerai pas sur ce fauteuil. Et je crois qu'il faut que les experts, nous balisions pas la totalité des choses, on doit rester dans le domaine. Quand on ne sait pas, eh bien, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Je me souviens, j'ai commencé à travailler avec mon père très très tôt, j'avais 17 ans, 18 ans, je faisais en même temps une histoire de l'art, je vous rassure tout de même, et une école de commerce, mais je travaillais chez lui et je me disais, mais pourquoi il m'apprend ça? J'ai compris, j'ai vu ce que c'était tapis mécanique, etc. Et bien maintenant, après
un certain nombre d'années, quelques dizaines d'années de plus, eh bien, je doute encore beaucoup plus qu'avant. Donc, c'est un métier où on doute. C'est un métier où il ne faut pas avoir peur de dire on ne sait pas. Pas un métier où il ne faut pas avoir peur non plus de dire j'ai besoin d'un certain temps pour aller faire des recherches. Et donc, c'est tout ça. Et l'œil est indispensable. Il est évident qu'après Internet, parce que je voulais même parler d'Internet, pour nous, c'est un élément. On ne pourrait pas se déplacer pour des choses comme ça. C'est un premier, disons, voilà, un premier tri. En fait, C'est un premier tri qui se fait. Et ensuite, évidemment, vrai. toucher l'objet, le voir, c'est un bonheur. On va passer maintenant la parole à Jacques, qui va nous donner le fruit de son... Moi, je vais essayer de vous parler un petit peu de l'expertise, pas de l'expertise, pardon, de la science au service de l'art. C'est pas une expertise, mais de l'évolution que nos métiers vont prendre, parce que l'expertise évolue en fonction de la science également. Des laboratoires peuvent nous aider pour dater certaines choses, pour dater certaines pièces, pour voir la constitution d'un bronze, la constitution d'une céramique, les radiothermoluminescences, les carbone 14, les analyses de surface. Il est bien évident que toutes ces analyses ne peuvent être faites qu'en présence de l'expert, parce que ce sont des ingénieurs, ce ne sont pas des spécialistes de l'art. Il faut cumuler à la fois l'ingénieur et l'expert et lui demander tranquillement à opérer en fonction des recherches qu'on veut faire nous-mêmes. C'est assez compliqué, parce que vous avez des analystes qui sont formidables, vous avez le CIRAM, mais si vous leur faites faire n'importe quoi, c'est des catastrophes. Et vous avez des laboratoires qui sont des laboratoires faussaires, qui sont prêts à être achetés par des antiquaires douteux pour leur faire des analyses qui sont orientées. Et il n'y a pas plus simple que d'installer un morceau de bois du XIIe siècle sur une statue, de faire un prélèvement dans le bois qui est XIIe siècle et de dire que la statue est XIIe siècle. Alors en fait, une analyse d'une sculpture, c'est simple, c'est une radio de la sculpture, une analyse de surface des pigments, une analyse de carbone 14 du bois. En fait, c'est tout un travail. Ça prend 3 jours, 4 jours. À la suite de ça, vous pouvez ensuite faire votre analyse d'expert en disant l'iconographie correspond à l'époque Song, le Bodhisattva, etc. Et ne pas confondre Bodhisattva et Bodhisattva, comme j'ai vu certains experts cours d'appel. J'ai 2 expertises cours d'appel avec un Bodhisattva qui est dénommé Bouddha. C'est une catastrophe. Suis-je une femme? Non. Bon. Alors, vous avez un excellent livre qui est là, qui a été édité par le Louvre. La vie mystérieuse des chefs-d'œuvre et la science au service de l'art. Ça, c'est magnifique. C'est un livre qui a été édité par peut-être M. Rosenberg. Et c'est extraordinaire parce que vous avez toutes les avancées scientifiques qui peuvent nous aider, mais en tenant compte que ce sont des scientifiques, ce ne sont pas des experts. Et évidemment, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez mettre aussi la science au service des faussaires, évidemment. Donc, c'est-à-dire, vous reprenez ce livre, et puis vous prenez un faussaire, et il va travailler un objet. J'ai un ami qui est spécialiste des tankas tibétaines, qui fait des colloques sur les pigments de ces tankas. Il m'a dit être obligé de reculer les données qu'il possède pour éviter que les faussaires utilisent ces données. C'est assez extraordinaire, parce qu'en fait, la science évolue, d'accord. Le faussaire évolue. Nos objets sont devenus, malheureusement, à l'heure actuelle, une marchandise. Les collectionneurs sont de moins en moins pertinents. Quand j'ai commencé ma carrière, au marché au plus, j'ai pas honte à le dire. J'avais des clients qui étaient des avocats, des notaires, et je dois avouer que par leur science, je les ai scandaleusement enrichis, mais ils m'ont apporté beaucoup de choses. Ils m'ont apporté la connaissance, ils connaissaient les choses, et en parlaient. Maintenant, c'est fini, c'est rapide, on fait de l'argent. Vous voyez des objets des millions de dollars, donc évidemment, c'est normal. Des gens tuent pour quelques dizaines de milliers d'euros, pourquoi ne ferait-il pas des choses immondes pour quelques millions d'euros, n'est-ce pas? Autrement, le meilleur expert, je pense que c'est l'expert qui sait dire un jour, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, ça, c'est un bon expert. Parce que tout le monde sait tout, mais non. Il y a des choses que je ne sais pas. Et un expert, bon... Quand je vois une sculpture bouddhique, d'abord, je touche. Quand je vais au Louvre, je regarde le gardien et discrètement, dès qu'il a le dos tourné, je touche. Et je me suis toujours demandé si un jour, aveugle, j'arriverais à reconnaître le style d'une sculpture chinoise. Eh bien, je pense que oui. Je pense que oui. Parce qu'entre les Ouais du Nord, les Souhaits,
les tangs, les songs et les ming, au toucher, on voit la différence. Et ça, c'est bien. Donc maintenant, je peux devenir aveugle et je finirai heureux quand même. Écoute, c'est la plus belle définition de l'œil de l'expert. Hein. Je pense qu'on va peut-être passer la parole à la salle, qui a peut-être des questions à nous poser, qui vont nous permettre de continuer un peu ce débat. Alors merci à chaque fois de vous nommer et de nous dire ce que vous faites. Je suis Jean-Luc Estronet, je suis expert en art asiatique. Oui. Je vais poursuivre un petit peu ce dont il parlait sur les laboratoires. Parce qu'effectivement, les laboratoires sont très à la mode. Les clients veulent tous des tests dans tous les sens par les laboratoires. Et je crois que c'est utile, peut-être dans plusieurs spécialités, à nous tous de savoir que les laboratoires ne sont, un, pas tous fiables, et que deux, les analyses ont impérativement besoin d'être faites avec nous, comme l'a dit Jacques, et pas comme n'importe comment. Moi, j'ai souvent vu des retours d'objets où les laboratoires ont testé dans des restaurations. Alors évidemment, ça ne peut pas coïncider. Ils ne savent pas, par exemple, ils disent « Ah, il y a du chlore ». Mais si c'est un antique qui a été traité à l'acide chlorhydrique au début du XXe siècle, il y a des traces de chlore sur l'objet et eux, immédiatement, disent « c'est faux ». Ils n'ont pas du tout tous ces réflexes. Et je crains que très rapidement, nous n'ayons des gros problèmes de retour et de procédure sur des analyses très mal faites qui vont nous revenir dessus par des gens qui cherchent à écouter Pierre-Paul Jacques. Non, mais tu as raison, il faut d'abord un laboratoire qui soit performant, qui soit fiable. Ensuite, il faut que le laboratoire ce sont des ingénieurs. Il faut qu'ils soient entourés d'un expert qui lui dise, bon, il faut évidemment que, bon, s'il y a un noyau de cuisson qui a été remis dans un bronze moderne, tu remets un noyau de cuisson d'une sculpture du XIIe siècle. Tu tapes dans le noyau, l'objet va revenir 12e. Mais c'est le noyau qui va revenir 12e. Et c'est le noyau. Donc, il faut savoir que si le noyau, vérifier s'il n'y a pas des traces de colle pour savoir si le noyau est d'origine. Enfin, il y a des tas de choses à faire. Donc ça, tu peux le faire par une radio. Tu vois au scanner si le noyau a été posé après, s'il est faux. Bon, tu prends une pierre cuite d'époque Tang, 8e siècle, tu la piles, tu mets un liant, tu refabriques n'importe quoi, tu tapes dedans, tu as un résultat qui est positif, qui est bon. Simplement, Doreen Stoneham, qui a travaillé au laboratoire d'Oxford, elle a fait des milliers de prélèvements de drill. Quand elle tape sur un drill comme ça, elle dit c'est pas normal. Et elle vérifie, elle s'aperçoit qu'il y a un lion. Tout est fabriqué. En porcelaine de Chine, à l'heure actuelle, il y a 90% de faux. 90%. Là, tu vas vendre deux objets qui sont merveilleux avec des pédigrés extraordinaires. Là, il n'y a pas de problème. Quand tu n'as pas le pédigré d'une porcelaine à Drouot, on touche plus. Tu te poses la question. Quoi. Enfin, donc, c'est trop d'argent. C'est l'argent qui a corrompu, qui a pourri l'objet. C'est pas l'objet qui. Enfin, quand tu vois qu'il va y avoir un vase qui va faire 20 millions d'euros à Sotheby bientôt, enfin, c'est catastrophique. Enfin bon, c'était juste pour dire à tous les confrères que quand vous avez quelqu'un qui revient avec une analyse, vous analysez l'analyse qui vous est proposée parce qu'elle peut avoir été très mal faite et parfois orientée parce qu'il y a aussi des laboratoires qui modifient le résultat dans le sens voulu par le commanditaire. Qui se font payer. Oui, on ne donnera pas de nom. Que tu connais certainement, oui. Mais qui voilà. se fait payer, c'est tout, ça existe. Voilà. Donc ça peut être utile dans toute spécialité. Sabine. Je crois que Pierre, vous vouliez dire quelque chose, Pierre Rosenberg. Très simple. Il y a une définition des laboratoires qui a été faite, je crois, par Gombrich, à moins que ce soit le grand Friedlander, qui disait que les laboratoires sont une meilleure paire de lunettes. Et c'est une excellente définition, parce que derrière les lunettes, qu'est-ce qu'il y a derrière les lunettes? C'est assez facile d'y répondre. Bien sûr. Je voudrais, pardon, je vous laisserai la parole, mais quand même, nous avons ici la présidente du Conseil des ventes volontaires, et il y a quand même, j'ai pris le temps de voir qu'il y a des experts, pas beaucoup, en vente publique, puisque j'en fais moi-même, je m'occupe de... Et il y a quelque chose que je dois dire au commissaire-priseur, que nous ne pouvons plus accepter de donner des explications, de dire tel objet est bon, tel objet n'est pas bon. On nous appelle, grosso modo, sur une vente spécialisée que nous faisons entre 200 et 300 pièces, 2 mois avant, où on n'a pas
particulièrement vu les objets, que nous avons des problèmes, et un exemple précis pour bien vous dire qu'il faut, et vous l'avez entendu pratiquement toute la journée, pour l'expert, il faut qu'il touche et qu'il voit. Quand je reçois par email, car c'est régulièrement, je reçois des photos sur un biscuit de Sèvres en porcelaine tendre ou en porcelaine dure, comment puis-je répondre? Bien sûr. Donc, il y a ici un commissaire-priseur que j'estime, et ce n'est pas lui que je pourrais attaquer, mais quand même, ceux qui participent aux ventes publiques comme moi, disons-leur, certes, je prends de l'âge, mais je finirai par ne plus vendre. Bon. Voilà. Bon, Merci. écoutez, on ne va pas terminer sur cette note. Non. Madame, je crois que vous vouliez poser une question. Ah pardon, Madame Chadla voulait dire quelque chose également. Excusez-moi, mais je voudrais quand même un tout petit peu nuancer ce que je viens d'entendre sur la participation des experts en vente publique. Alors, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, bon, nous recevons des catalogues, nous ne les recevons pas tous, bon, mais quand même, pour toutes les ventes qui sont importantes, mais, les services, donc ici présents, sont vraiment attentifs. Je veux dire, la présence de l'expert, elle est quasi généralisée. À l'heure actuelle, elle est quasi généralisée. Bon, donc là, par rapport à l'intervention donc ponctuelle, non, c'est là le point sur lequel vraiment on peut avoir des interrogations. Elle l'est bien évidemment lorsque, comme le disait Sabine, bon, il y a une spécialité très pointue où il faut intervenir, mais elle l'est aussi lorsque on a moins de spécialités parce que le marché le veut à l'heure actuelle, parce que c'est un tandem. Donc, bon, nous avons beaucoup échangé avec le président Castin sur ce point. C'est un tandem maintenant, l'opérateur de vente donc et l'expert. Alors, les rapports entre les deux donc sont précisés par la loi, affinés par le recueil des obligations, mais le Conseil des ventes n'a, et il ne revendique pas d'ailleurs, n'a aucune compétence à l'égard des experts. Mais faut-il encore trouver donc une espèce de vade-mecum en quelque sorte entre les deux pour... Alors c'est peut-être un début, le petit dictionnaire, Voilà, mais oui, je crois il faut peut-être aller plus loin. Je pense qu'on vous l'a distribué. Oui, parce que le Conseil des ventes a rédigé dans un groupe de travail et ce je petit remercie vade-mecum. Sabine Bourget qui a été, mais c'est plutôt un ouvrage pour le grand public. Voilà, donc il faut aller plus loin, il faut voir comment on peut travailler de concert. Parce que bon, cet œil qui est totalement incontournable, là je réponds oui donc à la question, c'est pour de multiples raisons sur lesquelles il faut s'interroger compte tenu de la transformation extrêmement rapide et brutale du marché à l'heure actuelle. Madame, je crois que vous vouliez poser, Madame, vous vouliez poser une question depuis un petit moment. Vous vous présentez? Oui, je suis Ilenia Cassin de Art in Lab et je me suis un laboratoire. Laboratoire, oui, d'analyse. Et depuis 2016, avec l'édition, avec le choix de Dominique Chevalier, nous étions le laboratoire d'analyse pour le vetting de la Biennale. Donc, j'aurais quand même pas mal de choses à dire. Surtout, évidemment, le fait que les laboratoires, parfois, ne donnent pas de réponses. Il faut accepter ça aussi. Et que nous sommes des partenaires. Si les laboratoires tout seuls pouvaient donner des réponses, à ce moment-là, le laboratoire serait un expert. Nous deviendrons des experts. Et nous ne voulons pas être des experts. Mais la chose intéressante dont nous battons tout le temps, de travailler avec les experts. Le problème, c'est aussi que souvent, on vient chez nous, on nous confie une œuvre, débrouillez-vous. Notre chance, c'est aussi qu'à la base, nous sommes des historiens de l'art et nous sommes convertis après dans la science, donc nous avons un regard un peu différent sur la matérialité. Mais j'insiste sur le fait que nous ne sommes pas des ennemis. On doit vraiment travailler ensemble. Il faudrait un partenariat. Je crois que personne ne vous perçoit comme des mais... ennemis. Oui. En fait, les commissaires-priseurs ne sont certes pas des ennemis, les laboratoires encore moins. Tout ce qui peut aider à la réalisation d'une expertise le mieux possible est bienvenu et parfait, c'est une évidence. Hein? Oui, on n'est pas concurrent. Oui, ennemi, je veux dire concurrent. Non. Mais après, il y a aussi une autre chose. Évidemment, nous voyons souvent des experts
qui vient chez nous dès qu'il y a un problème. Et là, je voudrais aussi souligner que l'intérêt parfois de faire des examens, ce n'est pas seulement l'authentification, mais c'est aussi la mise en valeur d'une œuvre. Notre expérience, nous avons beaucoup travaillé dans le laboratoire du Louvre. Les conservateurs savent qu'ils ont une œuvre authentique. Et ça n'empêche pas qu'ils demandent des analyses au laboratoire du Louvre. Et c'est comme ça aussi qu'une œuvre est mise en, elle est mise en valeur. Un tableau du XVIe siècle, on fait des infrarouges. C'est la composition sous-jacente, on ne la voit pas dans les rayons X, on la voit dans la réflectographie infrarouge. Et ça permet, par exemple, de voir si le maître a fait les visages, un élève a fait d'autres éléments. Et tout ça, d'ailleurs, sert pour la valorisation, et je ne voudrais pas dire, mais aussi pour l'estimation, finalement. Bien sûr. Et malheureusement, nous ne voyons pas très souvent des experts qui demandent ça aussi pour la mise en valeur. Il faut savoir Voilà. que les maisons, que Sotheby's vient d'acheter un laboratoire d'analyse scientifique. Hein. Oui. Mais, Donc oui. c'est le départ d'un autre. Oui. Bon, si Mais Sotheby's l'a pourquoi acheté, il le- Christie oui. va l'acheter. Donc ils vont travailler là-dessus. Oui. Mais il faut faire attention dans les analyses scientifiques aussi de l'interprétation du marchand. Ah. Parce que je vais vous citer le cas d'un objet qui vient de se vendre 12 000 € à Drouot. C'est un objet qui est annoncé comme époque Ming. La stylistique, c'est pas possible. C'est un objet qui est 19-20e siècle. C'est pas possible parce qu'il a une tête de Yuan, un corps Ming, enfin, ça va pas. C'est anachronique. Toutes les sculptures bouddhiques étaient faites par des moines. C'était fait par des gens qui connaissaient absolument les sutras, l'iconographie. Ils commençaient à faire l'image du Bouddha quand ils avaient 35 ans. Ça fait 20 ans qu'ils avaient travaillé, ou 25 ans. Bon, l'analyse, je connais celui qui a fait l'analyse, il a daté 1610-1910. Ben oui, mais c'est malheureusement passé, je suis désolé, dans la Gazette, comme 17e siècle. C'est fou, c'est 1910. Oui, mais attendez, C'est désolant. Oui, Vous avez est-ce une que- statue d'un mètre 20 chinoise qui fait 12 000 €. Moi, la même, je la vends 200 000. Alors, je suis un escroc, quoi. Mais Bon, c'est tout, ils mais lui ont ça- demandé une analyse Voilà le et problème. il y a les limites de l'analyse Le client qui scientifique, voit là. cette statue en disant « Ah, une statue Ming, 12 000 €, mais Barrère, c'est un escroc. Oui, mais- C'est tout ce qu'il dit. Oui, mais- C'est simple, c'est basique. Non, mais Or, parfois, simplement, elle les est pas- analyses elle est- scientifiques ne elle est- donnent pas des oui, réponses Elle n'est pas aussi. 17e. Elle est 1910, elle est 20e siècle. Voilà. Et là, elle vaut 12 000. Pas de problème. Alors, il y a aussi une chose qui est un peu différente, mais quand on parle de l'œil de l'expert, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, vous finissez par acquérir un certain goût, vous voyez ce qui est plutôt bien dans votre spécialité. Vous avez parfois des clients qui vous demandent votre avis. Alors, ils vous disent, à votre avis, bon, ils collectionnent telle et telle chose, qu'est-ce que je choisis, ça ou ça ou ça. Et j'avais un client, un vieux monsieur d'ailleurs, qui me demandait toujours mon avis pour des tas de choses et qui évidemment ne le suivait jamais. Je lui disais, écoutez, je prendrais plutôt telle pièce ou telle chose. Et c'était jamais une question de prix, parce qu'il préférait avoir 4-5 trucs très moyens, que je trouvais parfois affreux, plutôt qu'une jolie chose. Bon, c'était son goût. Et alors, après de longs palabres, à la fin, je disais plus rien d'ailleurs. Je disais, écoutez, je disais à la limite, prenez ça ou ça. De toute façon, il ne le prendrait pas, il prenait autre chose son goût. Et alors, ce qu'il y avait d'affreux, c'est qu'il achetait pour des sommes importantes vraiment les objets à la limite les moins bien, que ce soit en vente publique ou dans les plateaux, mais c'était son goût. Et il me disait toujours en partant, vous savez, je dis toujours à ma famille, c'est Madame Bourget qui me fait ma collection. Je suis toujours... Et alors, c'était épouvantable et je me suis dit, mon Dieu, bon, cet homme est quand même beaucoup plus âgé que moi, donc j'espérais quand même l'enterrer, ce qui est arrivé. Et Dieu merci, sa famille ne m'a jamais recontacté. Non, là j'ai eu beaucoup de chance. Je crois qu'ils sont allés voir un autre expert. Je n'ai pas vu réapparaître cette collection parce que mais ça me tétanisait. Et bon, donc alors là c'est l'histoire de l'œil de l'expert sous un autre angle parce que l'œil de l'expert est un goût, mais après tout le seul goût qui compte vraiment c'est quand même l'œil du collectionneur et le goût du collectionneur. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres thèmes que vous voudriez qu'on aborde? Parce que je crois qu'on a encore... Oui, on a un petit quart d'heure si vous voulez poser encore d'autres questions. Ou si tu veux ajouter quelque chose. Vous avez tous connu Nicolas Landau, de réputation. Et vous savez ce qu'il disait, ne jamais acheter d'objets dont les copies sont au Louvre. Ah oui. Désolé à M. Rosenberg. Oui, mais c'est lui il avait été président de la CNE et puis il disait toujours à l'Assemblée de la CNE, j'ai le plus grand respect pour les faussaires, ce sont les seuls parmi nous à savoir exactement ce qu'ils vendent. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de terminer là-dessus, mais généralement je vous le dis chaque année, donc je le redis. Dominique, tu voulais rien ajouter ou Catherine? Non, bon. Pas de questions. Ben alors je crois que je vais repasser la parole à notre président, Frédéric, qui va clôturer ces débats et cette journée.